Il n'y a que deux ministres et UDPS. Il semble que là où les ministres de l'UDPS voulaient finir la pauvreté parce qu'ils ont fait 37 ans d'opposition une fois dans les gouvernements. C'est eux les justicières. Non, la richesse. Non, la richesse, c'est pas le matériel que vous pensez. Raison pour laquelle vous verrez que des grandes villes qui sont proches de voisins, c'est constitué des peuples qui sont à tendance fédéraliste. Okay. Par contre, au centre, l'Équateur, le Bandundu, le Kasaï, ce sont des peuples à tendance unitariste. D'ailleurs, si vous avez suivi les débats entre Lumumba et Kasavubu, Kasavubu étant des Mayombe, il était dans l'arc, tendant vers les voisins, il était fédéraliste. Mais par contre, Lumumba qui se trouvait au centre dans le Sankourou, s'est dit, mais moi je ne sais être que centriste, unitariste, donc c'est-à-dire qu'on doit cohabiter ensemble. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi dans la vision, on doit maintenant désenclaver le centre du Congo. Une fois qu'on désenclave l'Équateur, le Bandundu et le Kasaï, prenez l'avenue Chaba. Vous verrez les lampadaires fournis par un fournisseur X. Si vous prenez maintenant Willery ici vers lycée Kabamba, ce sont les lampadaires fournis par M. Bachili. C'est les meilleurs. Des très bonnes qualités. Alors, moi je me dis, dans cette histoire des lampadaires, on doit inviter tout le monde, tous ces fournisseurs-là. Des gens qui ont fourni à 6 000 $, des gens qui ont fourni à 5 000, des gens qui ont fourni à 4 000. Bon, lui qui ça, M. Bachili qui a fourni à 4 900. Mais la qualité, selon mes observations, la bonne qualité, ce sont des qualités des Solectra. Mais ce qui m'a dérangé dans la liste de prix de revient, pour moi, le prix devait se limiter à 3 899. Donc, bon, maintenant, lorsque l'inspection générale des finances a scruté le contrat pour la livraison des cartes d'identité, il y a des choses qui ne vont pas bien. On doit le dire clairement. Un contrat pour exécuter cette activité, dans une population de 120 millions d'habitants, on nous parle d'à peu près 697 millions de $. Alors que... 600 combien? 697 millions de $. Alors que le Nigeria, pour produire les cartes d'électeurs, lorsque le système est déjà assis, avec plus ou moins 240 millions d'habitants, ou 250 millions d'habitants, l'opération n'a coûté que 300 millions de $. En 2023, il y a eu un accord entre l'ONIP, l'Institut national des statistiques, et l'ONIP. Je crois que nos frères qui travaillent à la CENI peuvent faire ce travail. Si vous regardez cette imprimante, ce sont des imprimantes de type Evolis. C'est autour de 3 500, 4 000 $. Si vous prenez la carte avec des données biométriques, avec possibilité d'enregistrement des données biométriques, la carte ici, chez Zebra, ça doit être dans les 0,3 $. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci, chers Congolais, parce que vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. C'est votre émission Au Centre, après le passage du gouverneur de l'Omani, qui est aujourd'hui député national, Jean-Marie Kassamba, et tant d'autres, Eric Koundou. Vous êtes très nombreux à vouloir à ce que nous puissions inviter un jeune scientifique. L'espoir de l'UDPS, selon vous, la réserve scientifique. Kabouya, je ne sais pas pourquoi. Avec nous, M. Patrick Kampiana. Il est secrétaire fédéral de l'UDPS, mais je précise bien que c'est un scientifique. Il est ici avec nous, M. Patrick, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Delphin, d'avoir pensé à nous pour que nous puissions échanger sur l'actualité et deuxièmement décortiquer des sujets qui exigera ce que nous puissions étaler les aspects scientifiques. Moi particulièrement, j'ai fait les sciences économiques et puis ce qu'il faut retenir dans tout ça, je commence premièrement par saluer tous les téléspectateurs de cette émission et puis je salue le secrétaire général de notre parti, M. Augustin Kabouya. L'homme qui a échoué.
Non, lui, c'est le Foulanguengue. Non, on dit plutôt qu'il a échoué, il n'a pas pu donner quand même aux partenaires de l'Union sacrée les postes ministériels. Il y a trop de frustration au sein de votre regroupement. Est-ce vrai? Non, les frustrations a toujours été mode opératoire dans les milieux politiques. C'est qu'il faut retenir. Mais la chose qu'il faut retenir dans tout ça, lorsque M. Augustin Kabouya nous avait parlé de parti mosaïque, comment nous, IDPS, nous allons procéder pour ratisser large, tous ces gens-là rêvaient. Tous ces gens-là rêvaient. Or, non, c'est ce que je dis, tous ces gens-là rêvaient. C'est clair dans vos propos. Ils pouvaient aussi mettre la même stratégie. Nous, dans notre JBCR, nous étant qu'IDPS, nous sommes partis avec des longs bras. Ce que nous appelons des partis mosaïques. Donc vous avez copié la stratégie du FCC à l'époque, du PPRD. Là, un peu. Donc Kabila était votre modèle alors. Non, parce que ça, tout ce que les Kabylistes faisaient, vous, l'UDPS, à votre époque, vous le faites aussi. Rien ne se perd, rien ne se crée. La seule différence entre la Kabylie et le tshisekédisme qu'incarne le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et nous, la majorité membre de l'UDPS qui accompagne le pouvoir de Fachi, et que dans notre JBCR, dans notre famille, nous pouvons dénoncer le mal. Mais dans l'autre camp, lorsque M. Kabila régnait en maître, c'était l'omerta. Souvenez-vous, l'autorité morale, il y avait un peu de désordre. Chez vous, il y a un désordre organisé. Non, chez nous, il n'y a pas un désordre. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus la démocratie qui est perçue de façon plurielle. C'est ce qu'il faut retenir chez nous. Donc la démocratie est perçue de façon plurielle, la dictature n'existe pas, on permet à tout le monde de s'exprimer et à un certain moment, lorsqu'il y a des différends entre nous, on arrive toujours à trouver un terrain d'attente et on se rabat toujours à l'autorité suprême du parti qui est Augustin Kabouya Tshilomba. Alors, M. Patrick Piana, je ne vais pas vous amener trop dans des polémiques, mais c'est quand même important. Il semble que vous, l'UDPS, j'étais avec India Omar ici, qui me parlait que l'UDPS est un parti des cadres moyens, il n'y a pas assez de scientifiques. Voilà pourquoi vous avez été soutenu par les gens que vous avez débauchés au sein du PPRD, l'IAU qui est le produit du PPRD et tant d'autres. Sans eux, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Est-ce vrai dans votre parti il y a des cadres moyens? Je ne vois pas la chose dans ce sens-là. Vous savez, tous ces gens-là, lorsque l'UDPS a commencé en 1982, je crois que vous avez suivi la conférence nationale et tant d'autres activités politiques, il n'y a pas une marmite politique qui sait produire des cadres de taille. Ils ont débauché chez nous. Théophile même a été chez nous. C'est Étienne Tshisekedi qui a pu révéler à la scène politique, monsieur le professeur Théophile Mbemba. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. L'IAU, dans ses origines avec son père, quelque part, je peux ou ne pas être membre d'un parti politique étant qu'engagé, mais spirituellement, parce que ce qu'il faut retenir, l'UDPS est un état d'esprit, raison pour laquelle l'adhésion chez nous est libre. Il n'a pas été imposé. Il est revenu dans sa famille. Alors, lorsque vous dites que nous nous débauchons et que chez nous, il n'y a pas de cadre moyen, je sais défier quiconque qui se présenterait devant moi et moi, je sais lui apporter autant de cadres de haute valeur. Je vous parle d'India Omar qui était sur ce plateau. Il a dit chez vous, vous avez des cadres moyens. Voilà pourquoi vos pions que vous avez envoyés au sein du PPRD pour vous amener les informations, les Liaou, les Ngoïka Sanji et les autres, aujourd'hui, vous les avez une fois de plus débauchés pour vous soutenir parce qu'il n'y a pas assez des scientifiques dans votre IDPS. Non, je crois sous les bois, selon eux. Je crois que M. India Omari, j'ai été une fois avec lui, chez ton confrère M. Cash, la radio de la femme. On a été ensemble, moi j'ai presté, il a presté juste après moi, il a fini par conclure le contraire de ce que vous dites là. Et je vous dis qu'il n'y a pas un parti politique où moi personnellement, je sais scruter et sélectionner autant de cadres scientifiques qui dépasserait l'UDPS. Le reste, la plupart des cas sont des partis malades. Nous sommes tous partis. Il ne faut pas dire ça, non, c'est il y a des professeurs, vous avez le professeur Chadari, vous avez Boba, il est là, il y a autant de professeurs. Non, tous ces professeurs que vous citez, pourquoi ils ont opéré par l'omerta? Lorsqu'on a tué les gens, je crois au mois de novembre 2016,
je me souviens, j'étais dans un pays étranger et j'ai suivi la scène sur TV5. Et je crois c'est le jour où Papa Etienne Tshisekedi revenait de Matadi. C'était en 28 novembre. Je ne sais plus encore de quelle année. Et le même jour, j'ai pris la décision de gagner le pays. L'avion dans lequel moi, je rentrais avec ici, c'est le même avion qui ramenait Werrason à l'étranger pour se faire soigner. Je crois que c'était un vol d'Éthiopien. Donc, pendant tous ces temps-là, ils étaient où? C'était de l'omerta. La loi du silence. Effectivement, c'est qui n'est pas le cas chez nous. Et c'est cette omerta-là, la façon dont nous sommes en train d'acheminer avec les choses, nous sommes en train de dévoiler même le côté négatif de la mauvaise gestion, s'il faut l'étaler. Nous, IDPS, nous sommes prêts à l'étaler. D'ailleurs, je peux te citer, il y a pratiquement 2 semaines, 10 jours ou 2 semaines, le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya, a dit ceci: l'IDPS n'est pas une église ou le cathédrale où on est censé protéger les gens qui pratiquent la mauvaise gouvernance dans la gestion de la chose publique. C'est-à-dire que nous, IDPS, si tu as été ministre IDPS, une fois cité dans la malversation, même s'il y a clameur publique, la meilleure des choses chez nous, on respecte la base, on te met d'abord d'écouter. Et s'il faut te soumettre à la disposition de la justice, je pense que la justice ferait son travail pour qu'il y ait des conclusions qui feraient que ces pays puissent avancer. Je peux te citer un cas. Il y a eu un directeur de cabinet dans ces pays. Avec l'argent de la SNEL, les 33 ou 32 millions, on l'a mis de côté, mais pour les placer encore dans une situation qui serait encore meilleure. Donc on les fait déplacer comme directeur de cabinet des chefs de l'État pour qu'ils soient positionnés le président de l'Assemblée nationale. Alors que il y a eu détournement de 33 millions de dollars. Il n'y a pas eu. Il y a eu clameur publique. Vous parlez de Bochab. Oui, il y a eu clameur publique. Le professeur Bochab, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a fait beaucoup dans ces pays aujourd'hui. Les institutions de la RDC consomment Bochab. Si vous dites cela, je ne pense pas que vous avez suffisamment de preuves. C'était de faux bruits. La preuve à l'époque n'a jamais été devant la justice parce que c'était une mauvaise consommation qu'on avait mis à la place publique. À cette époque-là, c'était l'omerta. Je l'ai dit. C'est la loi du silence qui régnait ici. Non, moi j'ai reçu le professeur Bochab il y a 4 mois. Je lui avais posé cette question. Il dit que c'était juste la mauvaise foi des gens. Il y a eu mais jusqu'à ces jours, on n'a jamais mis l'information au parfum de la population pour que la population puisse arriver à conclure. On a connu l'épisode Covid ici. On a vu comment le ministre de la Santé, qui à l'époque était appointé comme étant responsable des malversations. Vous parlez des Tenilo. Oui, il a été arrêté. Il a été arrêté. Je vous informe que moi, j'ai fait partie de sa cellule financière. Il a été arrêté, par la suite libéré. Il a continué à subir la rigueur de la loi et il y a pratiquement une année que la Cour de cassation l'a acquitté. Mais je vous informe que parmi les gens qui étaient cités, il y a un certain conseiller administratif qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a été condamné. Mais les opposants pensent que sous votre régime, tous ces gens qui défilent à la prison, il faut un congé politique pour quelques mois et puis ils vont retourner pour gérer car ils ont des tâches encore à faire. Je ne vais pas suivre mon regard, vous allez comprendre. Alors, monsieur Patrick Mpiana, la thématique avec vous. RDC, les détournements, est-ce un mode de vie pour les dirigeants congolais? RDC, les détournements, est-ce un mode de vie pour les dirigeants congolais? En face de moi, j'ai un cadre de l'UDPS ou membre de l'UDPS, M. Patrick Mpiana, scientifique. La réserve, selon plusieurs personnes, quand vous réfléchissez, on voit le Mouyaya de demain, on voit le Boussembe de demain, parce que vous avez tous les atouts. Mais je pense que vous allez réfléchir librement, pas par procuration.
je crois encore que vous pouvez les faire. Est-ce vrai le détournement sous le régime Tshisekedi était mode de vie? Bon, moi, j'ai toujours dit qu'il faut voir la chose dans l'angle des vidéastes. Okay. Il ne faut pas être photographe de la société. S'il faut être vidéaste, c'est parce que les détournements dans notre pays ont une histoire. Nous sommes partis discuter à la table ronde pratiquement l'indépendance de la RDC, Lumumba n'était pas. Donc il y avait un point d'interrogation. Nous sommes entrés dans le régime Mobutu. Je crois que la conclusion, ce n'était que les détournements. Nous sommes entrés dans le régime Kabila le père. Je crois le dossier avec M. Raphaël Genda peut vous dire quelque chose. Je crois qu'il y avait un procès. Au moins, sous Kabila le père, il y avait un procès. Nous sommes entrés dans le régime Kabila fils. Je crois que le contrat SICOMIN, c'est un contrat à ne plus répéter. À ne plus répéter, dans le sens où ça a été conçu du 1er avenant jusqu'au 4e avenant. Heureusement, avec le 5e avenant, il y a maintenant des améliorations et on applaudit. C'est parce que Pius Romain m'avait dit sur ce plateau, Pius Romain m'a dit dans cette émission que sans ces contrats, le GCAMIN ou la RDC allait souffrir. Il faut plutôt dire merci à Joseph Kabila. Non, on ne peut pas... J'ai pas de Pius Romain. Je crois avoir l'efficacité dans des notions de finances. Que quiconque qui se présenterait là, pour que nous puissions discuter valablement du 1er au 4e avenant. Vous voulez lancer un défi? Je peux l'inviter en fait? Oui, par rapport à ça... Les défis est lancé. Oui, par rapport à ça, moi je ne sais pas me résigner. Par rapport à ça, on peut décortiquer du 1er avenant jusqu'au 4e avenant et pourquoi ces contrats, jusqu'à cette étape-là, c'est un sujet à ne plus reprendre. Mais lorsqu'il y a eu les révélations de l'Inspection générale des finances, l'IGF, avec Jules Alinguité bien sûr, Victor Batoubenga et tant d'autres inspecteurs, et puis après analyse, maintenant le pays se retrouve dans un contrat de type gagnant-gagnant. Parce que normalement, win-win, parce que dans le contrat version gérée par Moïse Kanga et le Kabila Team, la RDC et le Kabila Team, c'est-à-dire l'équipe de Kabila. C'est-à-dire que dans cette version-là, nous n'étions pas gagnants, nous étions perdants sur toutes les lignes. Il ne faut pas dire ça. D'ailleurs, si vous entrez même... S'il vous plaît, je vais vous laisser développer. Il ne faut pas dire ça, que la RDC n'était pas gagnant, parce que j'ai reçu plusieurs personnes, même Ferdinand Kambere m'avait dit l'hôpital du cinquantenaire, c'est grâce à ces contrats, le route que vous voyez ici, laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous parler. Mais pourquoi vous êtes si ingrat comme ça? J'ai mal de vous, Congolais, lorsque vous parlez de cet hôpital. Comment? Ça ne porte même pas le nom de cinquantenaire. C'est pas dit à groupe. Vous dites? C'est pas dit à groupe. On doit maintenant expliquer aux Congolais. C'est l'argent des SICOMIN. On peut nous dire combien l'État congolais gagne en termes de rétrocession liés à ces contrats. Si vous avez bien suivi M. Jules Alinguité, il a dit que bientôt là, on va encore révisiter le contrat de cet hôpital. C'est l'argent du contribuable congolais. Mais dans la rétribution, le Congolais ne se retrouve pas comme il se doit. Comment ça? Alors, il faut suivre tout ça. Il faut analyser. Non, c'est ce que je dis. Matata Pogno, l'homme de la bonne gouvernance. Il ne faut pas me dire que Matata Pogno était si flou, il n'avait pas compris que la RDC ne pouvait pas gagner. Parce que moi, j'ai suivi Matata en train de dire aujourd'hui, lors de Covid, tout le monde allait dans cet hôpital, mais c'est l'œuvre que j'ai laissée pour la République. Non, laissez l'œuvre pour la République, mais pour quel rendement? Pour quelle rentabilité? Parce que lorsqu'il y a un partenariat, si on est en partenariat avec les Indiens des Padilla, alors que l'infrastructure a été construite, d'ailleurs ça a été construit par Mobutu, mais ça a été amélioré sous le contrat Covid, mais qu'on nous dise, rénové, qu'on nous dise réellement ce que gagne la République démocratique du Congo. Allez voir M. Jules Alinguité, il vous dira raison pour laquelle on doit révisiter ces contrats. C'est parce que la République ne gagne pas. La République ne gagne pas. Cet hôpital serait quelque chose qui devait soutenir le ministère de la Santé dans la logique
de rémunération ou des établissements publics ou entreprises publiques. C'est dans ce sens-là que la République devait se retrouver. Mais la République se retrouve où? Allez voir le ministre Kamba, il vous dira. La République n'y gagne pas. Et on doit revisiter ce contrat parce que ça a été mal élaboré, ça a été mal discuté, comme c'est le cas du contrat SICOMI. J'ai l'impression que vous jetez de l'opprobre aux gens qui ont collaboré avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui est entouré de professeurs, qu'ils avaient mal négocié ce contrat. Regardez bien Kabila, c'est un homme sérieux. Vous savez, j'ai suivi 2 professeurs qui parlaient des notions de leadership. De leadership, bonne gouvernance et consorts. Matata Pogno et le professeur Kabila. Oui, ce qu'il faut savoir est que dans le leadership, il y a le leadership transformationnel, il y a le leadership transactionnel, où tout est considéré comme étant un business. Alors que dans la recherche de l'intérêt public, tout ne doit pas être considéré comme étant un business. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel, il vous dit ceci. Je vous parle des 4 politiciens ou 3 politiciens. Okay. Hommes d'État. Santé-vous à l'aise. Le premier homme d'État vous dit, après moi, c'est le déluge. C'est-à-dire que dans le futur, pour lui, c'est le chaos. Mobutu. Voilà. Le deuxième homme d'État, homme politique, qui se présenterait devant les Boulouman Zengele, dit Mboka Oeko Bongasute. Vous parlez d'André Kimuta. Défaitiste. Je ne sais pas si... le troisième homme d'État vient et vous dit, j'aimerais faire de la RDC l'Allemagne de demain. C'est-à-dire, si on se projette dans la vision dynamique des choses, vous voyez que dans ces 3 leaderships, il y a un leadership visionnaire qui voit la RDC d'une manière positive. C'est Monsieur le Président Félix Antoine. Vous avez oublié Joseph Kabila qui a parlé qu'il a la passion du Non, lui au moins a fini par conclure que parmi mes gens, je n'ai pas pu détecter 15 personnes qui pouvaient m'accompagner pour faire avancer ces pays. Et puis, je me suis battu pour changer l'homme congolais. Mais l'homme congolais, jusqu'à ce jour, ne change pas. Mais lui, au moins, a connu une mutation de 2001 jusqu'à ce qu'il est parti en 2018. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que nous sommes devant 4 leaders politiques qui réfléchissent. Il y a un, Félix Antoine Tshisekedi, qui est transformationnel, mais les restes ne sont que transactionnels. Transactionnels, pourquoi? Lorsque vous sentez que ça ne marche pas, il faut se retirer. Moi, j'ai eu à démissionner 2 fois. Aller à la Bralima, poser la question. Aller chez Vodacom, poser la question. J'étais bien rémunéré. Mais lorsque j'ai senti que non, il y a des choses qui ne corroboraient pas avec ce que moi j'avais comme vision, j'ai jugé bon de partir et de me retirer. Et c'est comme ça qu'il faut y aller. J'ai suivi le secrétaire général du parti qui dira que non, beaucoup de gens m'appellent pour me dire que tu n'as pas la finance. Moi, j'ai des atouts en termes de gestion des finances publiques. Je maîtrise beaucoup d'histoire dans la gestion de finances publiques, que ce soit la LOFIP, la loi sur le marché public et consorts. Mais je me dis, je fais confiance à la commission que le secrétaire général a mise en place. C'est cette commission-là qui pourra tout trancher, analyser nos dossiers académiques, analyser notre façon d'être, si et seulement si on peut mettre en contribution les services de renseignement pour se rassurer de la personne qu'il faut accorder les responsabilités. J'ai toujours dit que je suis ouvert à tout ça parce que je me connais, mes mains sont Avant d'aller dans ces dossiers plus piquants, j'aimerais que nous puissions d'abord terminer les arriérés. Vous parlez de ces contrats SICOMI. Aujourd'hui, la RDC est les bénéficiaires de ces contrats parce que j'ai vu Madame Judith Suminwa avec son équipe et les chefs de l'État aller lancer un nouveau projet qui va relier Kinshasa. Donc, c'est dans la continuité de l'État. Il faut dire merci à Joseph Kabila, parce que c'est grâce à lui, aujourd'hui, les chefs a trouvé des bases. Bon, ce qu'il faut retenir est que si on doit commencer à dire ça, il faut applaudir M. Mobutu, parce que c'est lui qui a construit les bâtiments où est érigé aujourd'hui l'hôpital des Cinquantenaires. C'est M. Mobutu, avec la COFID. Apparemment, vous êtes un peu passéiste. Vous êtes un peu passéiste. Hein? Non, non. Je connais mon pays, je connais l'histoire de mon pays. Il faut chaque fois se documenter. Okay. Je me suis inspiré d'Etienne Tshisekedi. Lorsqu'il m'a reçu en 2004, à l'époque, M. Molek était directeur de cabinet, Maman Vovo était sa secrétaire.
lorsque je suis allé voir Papa Etienne Tshisekedi dans son bureau, je n'ai trouvé que 2 livres. Et vu son âge, sur sa table, il y avait un livre. Et c'est là où j'ai compris dans la vie, il faut savoir naviguer dans la bibliothèque. Il faut savoir se documenter pour être toujours à la hauteur. C'est Papa ici qui m'a inspiré en fait. Alors lorsque vous dites... Aujourd'hui, vous jouissez de ces contrats parce que vous voulez relier Kinshasa. C'est grâce à un leadership poignant de Joseph Kabila, Matata Pogno et les autres. Peut-être la vision était bonne. L'imagination était bonne d'aider la RDC. Mais à côté, c'était quoi? C'était aussi s'enrichir. Parce que lorsque vous entrez dans ces contrats, vous verrez, il y avait une structure qui devait gérer le contrat, qui n'est ni un établissement public, ni une entreprise publique. Et c'était géré par un monsieur que je ne veux pas citer les noms ici. Nous l'avions cité en amont, mais je ne suis pas venu pour faire le procès des gens. De M. Kanga? Je pense bien c'est lui. Et cette structure-là n'avait pas de raison d'être parce que les gisements qui étaient mis en jeu sont les gisements qui appartiendraient à la République. Vous comprenez? Et les entreprises mises en jeu sont les entreprises congolaises. Il est là, l'homme intelligent de la nation. Il m'a donné TP des statistiques. Je suis son étudiant. À l'époque, le prof, c'est Moukeni Lacoutière. Un monsieur intelligent. Le problème est que notre intelligence, c'est pour faire avancer ou à un certain moment pour dégringoler dans ce que le pays doit gagner. C'est ça le problème. C'est là où on doit analyser. C'est là où l'UDPS se distingue des autres. À l'UDPS, dès lors qu'on cite un cas de détournement. Vous savez, une fois, dans une chaîne concurrente à cette chaîne, la chaîne sur le boulevard, Univers TV. Je suis passé, il y avait un débat, à côté de moi, il y avait Cédric Moudianto. Alors, c'était question sur le dossier lampadaire et consorts. On devait parler de la surfacturation. J'ai dit, mais pourquoi vous incriminez M. Kazadi? Il faut bien analyser le dossier, parce que dans ces dossiers, il y a un avis de non-objection. Avant d'arriver, s'il vous plaît, vous allez un peu trop vite, vous laissez le public dans l'air soif. Terminons d'abord les dossiers de Sikomine, parce que là, on était en train de parler de ce projet que vous avez lancé, de relier Kinshasa. J'ai vu le chef de l'État et les autres. Autant de moyens, 300 millions de dollars 300 millions de dollars pour 63 km. Les gens pensent que c'est beaucoup quand même. Bon, à mon humble avis, moi j'aimerais, j'ai toujours eu la liberté de penser. Dans un premier temps, lorsque j'ai fait les calculs arithmétiques, je me suis dit, si vous prenez 300 millions, vous divisez par 63, ça fait en moyenne 5 millions de dollars au kilomètre. Mais dès lors que j'ai suivi M. Nzao, il dira que le long de la route, il y aura pratiquement 2 ponts, deux échangeurs de type saut des moutons. Il y aura des expropriations. Et les images que je suis en train de voir, jusqu'à ce jour, la vidéo, mais c'est je reste dans la soif de lire ces contrats et de bien comprendre. Parce que sur le plan scientifique, pour bien attaquer quelque chose, il faudrait lire le contrat, avoir des bons sous-bassements, avec des bons réflexes, vous pouvez quand même réagir. On dit que la communication, elle est un peu floue par rapport à ces dossiers, parce que les opposants s'interrogent. Autant de moyens, il fallait expliquer les Congolais clairement. Non, je pense que dépenser 300 millions de dollars dans ces projets, jusqu'à preuve du contraire, que nous puissions lire le contrat, ce serait mieux avec ça que de dépenser 50 millions de dollars. Vous savez, il y a l'esplanade qu'on avait construite en face du Palais du Peuple. Et en termes de continuité de l'investissement, on se pose des questions. Où sont partis nos 50 millions? Ça, c'est sous Kabila. Avec la fête du cinquantenaire. Ça, c'est sous Kabila. On a dépensé 50 millions. 50 millions. Allez vérifier les chiffres. Mais vous aussi, vous avez dépensé. Arena, là, on dit que vous avez aussi dépensé beaucoup. Non. Arena, il semble que les détournements... Arena servira à la République. Et ça aussi va servir à la République. Non. Les 50 millions sont partis. Je ne sais pas ce que vous parlez. Pas le bâtiment. Il y avait un podium, il y avait l'esplanade qu'on avait construit avec des chaises. Ça avait coûté à l'époque à la République 50 millions. C'est parti où?
Mais non, vous avez même oublié. Mais vous avez enlevé ça. Non, ce n'est Votre pas. régime Non, non, a ce n'est pas nous. Ah. Ce n'est pas nous. C'était déjà parti avant le départ de Kabila. Ok. C'était déjà parti avant le départ de Kabila. Donc, 50 millions de dollars partis. Or, lorsqu'on construit cette route, je vais te parler de Kinshasa. Pas de problème. Vous savez, Kinshasa, si vous prenez la carte de Kinshasa, vous venez de l'aéroport d'Ndjili, de Tchangu. Dès que vous arrivez à l'échangeur, vous prenez la route de Kikwiti. C'est là où cette route-là, en réalité, s'appelait le nord et le sud. Ok. La partie où il y a la foire de Kinshasa, c'est là où commence la partie nord de la ville de Kinshasa, et de l'autre côté de Lemba commence la partie sud de la ville de Kinshasa. Okay. Et le Belge déjà avait conçu la route nord-sud qui devait quitter de Tchangu en passant par Lemba, l'avenue Kikwiti jusqu'à atteindre Delvaux. Je crois qu'avec les érosions de Lalou, et aujourd'hui on est pénalisé pour que nous puissions continuer la route. Mais avec la volonté de Félix Antoine Tshisekedi, je pense qu'à ce niveau-là, il pourra le faire. Et puis deuxièmement, avec la rocade ici, Félix Antoine Tshisekedi est en train de relier le sud-est et le nord-est de la ville de Kinshasa. C'est très intéressant parce que lorsque vous venez de l'autre côté, vous arrivez en Djili Brasserie, vous partez, vous prenez la commune de Kimbanseke, parce qu'il y a Kimbanseke aussi de ce côté-là, vous entrez vers l'Ancélé, il y a le quartier Kikimi, et de là, vous prenez maintenant, vous sortez vers Mikondo sur Nzogu. Je crois que c'est intéressant. Et à l'intérieur, là, c'est vide. C'est inhabité. C'est à peine qu'il y a des lotissements avec les chefs coutumiers. C'est à peine qu'il y a des lotissements, alors que la route passerait par là. Donc, comprenez que dans le 1800 km que nous, 2000 km que nous, 2000 km carrés que nous utilisons jusqu'à ce jour, ce n'est même pas bien loti aussi. Et avec cette route, ça ferait qu'il y aura mouvement des personnes de l'Est à l'ouest. Il y aura la fluidité et ça va permettre à ce que Kinshasa soit connecté. Et dans cette vision, si vous comparez les projets tels que lancés avec le contrat SICOMINE révisité lors de l'avenant 5, vous verrez que nous avions maintenant des contrats avec l'exécution des types nationaux. Okay. Si vous prenez les routes telles que c'était présenté par M. Nzao, vous savez, depuis la conférence de Berlin, depuis 1885, il y a un problème ici posé par les Belges. Okay. C'était quoi? La RDC est un État enclavé. Raison pour laquelle il y a même un explorateur qui a dit, journaliste explorateur, qui a dit que sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un peso. Vous comprenez? Le Congo ne vaut pas un peso. Donc, il y a la nécessité de désenclaver nos provinces et nos capitales. Et aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, la territoriale, je ne sais pas si je me suis trompé, la territoriale de la RDC, c'est en forme de l'arc. Raison pour laquelle vous verrez que des grandes villes qui sont proches de voisins, c'est constitué des peuples qui sont à tendance fédéraliste. Okay. Par contre, au centre, le Quateur, le Bandundu, le Kassai, ce sont des peuples à tendance unitariste. D'ailleurs, si vous avez suivi les débats entre Lumumba et Kassavubu, Kassavubu étant des Mayombe, il était dans l'arc, tendant vers les voisins, il était fédéraliste. Mais par contre, Lumumba qui se trouvait au centre dans le Sankourou, s'est dit, mais moi je ne sais être que centriste, unitariste, donc c'est-à-dire qu'on doit cohabiter ensemble. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi dans la vision, on doit maintenant désenclaver le centre du Congo. Une fois qu'on désenclave le Quateur, le Bandundu et le Kassai, dans l'ensemble, l'espace Grand Kassai, et vous les connectez maintenant, le Grand Kassai par exemple avec l'Angola via Kalambambouji, je crois que on peut parler d'une économie inclusive. Alors, là, certains opposants pensent que le régime Tshisekedi pense que les Congo et Kinshasa, il y a un cheval blanc ici, vous nous avez chanté pendant votre campagne, PDL 145 territoires. Aujourd'hui, il semble que là-bas aussi il y a eu détournement, parce que récemment,
Navi-Israël Mutombo lancé l'alerte pour dire qu'il y a trop de problèmes déjà dans ces dossiers-là, les 145 territoires. Est-ce que nos provinces vont aussi bénéficier de ces avenants ou contrats sino-congolais? Est-ce que c'est seulement Kinshasa? Non, pas seulement Kinshasa, je crois que vous avez suivi. Vous avez suivi, il y a autant de routes qu'on a citées. Je crois qu'on a parlé même de Mbujima Nguba. On sait comment les politiciens fonctionnent. Pour atteindre le Grand Katanga, c'est à peu près 900 km. On sait comment les politiciens fonctionnent, c'est pour la beauté de l'audition, mais en réalité, dans le fond, ça serait de la poudre aux yeux, du cosmétique. Non, je ne vois pas la chose dans ce sens-là. Vous savez, la population a un rôle à jouer. D'ailleurs, si je regarde dans ma gibecière, j'avais conçu une communication pour le PDL 145. Mais je n'ai pas eu gain de cause parce qu'à cette époque-là, j'étais basé à Andola. J'ai travaillé, j'avais un contrat professionnel à Andola et j'ai travaillé pendant tout ce temps-là. Je n'ai pas pu bien présenter mon projet. Dans ces projets, j'ai invité tout simplement la population à s'accaparer à tout ce que le chef de l'État met en place comme vision. Mais ce qu'il faut retenir, lorsque vous visitez par exemple le site internet de BCECO, ou soit vous partez chez mon ami ici Alain Lungungu de CFF, ou soit vous partez à la PNUD, vous verrez qu'aujourd'hui il y a des écoles qui pullulent. Il y a des écoles qui pullulent par-ci par-là. Bien que la semaine dernière, on a dénoncé le cas d'une école... Des écoles réelles ou des Photoshop? Non, des écoles réelles. Des écoles réelles, je vous dis bien. Moi, je connais le Congo profond, j'en ai fait 19 provinces. Donc, ça dit, ce que je dis, je maîtrise. La semaine dernière, il y a une vidéo qui ne dédouanait pas un fournisseur qui n'a pas pu finir une école dans le Kasaï. On a relayé pour quelle fin? C'est pour que les institutions qui accompagnent la République dans la bonne gouvernance, entre autres l'inspection générale des finances, d'ouvrir l'œil, le bon, pour essayer d'appréhender ces fournisseurs qui a pris les moyens de l'État et qui n'a pas fini son travail. Il semble qu'ils sont nombreux. Voilà. Hein. Non, s'ils sont nombreux parce qu'à un certain moment, lorsqu'on est gestionnaire de la chose publique, il faut savoir que, outre l'inspection générale des finances, si vous partez du côté des Mamaïm, là on a rénové l'hôpital, juste à côté, il y a ce qu'on appelle la direction de l'audit et contrôle des gestions. On peut même se servir aussi de cette direction, surtout le ministre des Finances, pour éviter ce qu'on a vécu dans les dossiers lampadaires et forage. Je crois que si l'inspection générale des Finances est empêchée, ou soit ils sont en contrôle, parce que maintenant ou surchargé, parce que maintenant le contrôle, le focus, ce n'est plus le contrôle a priori. Maintenant, il se focalise là où il y a des recettes et des revenus de l'État. C'est ça que vous pensez ou c'est la réalité? Non, c'est ce que j'ai suivi. C'est ce que j'ai suivi. Les contrôles a priori, en principe, dans la logique GAR, gestion axée sur le résultat, les contrôles a priori n'est toujours pas souhaité. Pourquoi? Parce qu'il faudra que les gestionnaires, surtout au niveau des entreprises publiques, il faudra que les gestionnaires soient libres, soient en mesure de réfléchir et de mettre en place de projets et de programmes permettant, avec des critères de performance, permettant à la société d'avancer tout en étant libre. Mais il y aura, par exemple, des contrôles qui peuvent être a posteriori pour recadrer la gestion de la chose publique. Mais les détournements dans l'ADN du Congolais, c'est ce qu'il faut combattre. Alors, c'est ce qu'il faut combattre, voulais-je dire. Notre thématique d'aujourd'hui, avec M. Patrick Mpiana, RDC, les détournements, SMO de vie des dirigeants congolais. Parlons de ces dossiers lampadaires avant de chuter avec les dossiers qui concernent l'identité des Congolais. On va en parler, le ministère de l'Intérieur. Vous dites ici que M. Nicolas Kazadi, je vous avais suivi quelque part, il n'est pas assez coupable dans ces dossiers lampadeurs, le problème est ailleurs. Essayez un peu de nous expliquer parce que les Congolais ont besoin de leurs moyens. Il y a des ministres qui ont fait saigner la caisse de l'État. Sous votre régime, il y a que des millions. Ça vous fait du bien quand vous entendez les millions disparaître comme ça, c'est vous la réutilisez. Ça fait mal. Ça fait mal. Moi, j'ai critiqué le fait que on a désigné le seul coupable, M. Kazadi. Le seul? Non, la personne qui a été désignée. Même lorsque vous circulez dans la ville, la personne qui est citée
comme le patron de ces détournements, c'est M. Kazadi. Les noms en Oui, star. les noms en star. Et à un certain moment, je me pose des questions. Hier, c'était Etienne Longondo. Lorsqu'on a vidé les dossiers, moi-même, j'ai fait plus ou moins 19 provinces. J'ai toujours cité l'ancien ministre de l'EPST que j'ai rencontré à Kisangani, sous Ilunga Ilukamba, l'homme de l'école cartésien, Steve Mbikai, l'honorable, que j'ai rencontré à Kisangani, au moment où je suis allé chercher les pièces justificatives Covid. Moi, j'ai échangé, je lui ai fait comprendre la chose. C'était à lui de comprendre, d'accepter ou pas. Mais au finish, lorsque vous lisez les rapports de la Cour des comptes, moi j'ai été convoqué à la Cour des comptes. À l'époque, le ministre était en prison, les conseillers financiers attitrés étaient en prison, et c'était un autre ministre, Jean-Jacques Mbungani, et j'étais retenu dans ses cabinets pour permettre au pays de justifier le fonds Covid. Et j'ai fait ce boulot et on a justifié le fonds Covid. Le Fonds monétaire international a applaudi parce qu'il y avait 363 millions de fonds monétaires internationaux et dans les exercices Covid, c'était 47 millions et le ministère de la Santé n'avait utilisé que 13,7 millions. Vous comprenez? Et on a fait ce boulot. Là, c'était un ministre IDPS. Et après lui, c'est encore un autre ministre IDPS. Je me dis, dans ces gouvernements, il n'y a que les autres ministres des autres partis politiques sont des blancs, sont des gens qui n'ont pas de tâches. Il n'y a que des ministres IDPS. Il semble que les ministres de l'UDPS voulaient finir la pauvreté parce qu'ils ont fait 37 ans dans l'opposition une fois dans les gouvernements. C'est eux de justesse. Non, la richesse. Non, la richesse. La richesse, c'est pas le matériel que vous pensez. Je me souviens en 2000, lorsqu'on devait nommer M. Koudou porte-parole des chefs de l'État. Kabila, Koudou Kassonga. À cette époque-là, je crois 2005 ou 2006. Je ne sais pas s'il se rappelle encore de ça. Nous nous sommes croisés avec lui à l'immeuble en face de l'immeuble de la rigueur, l'immeuble centenaire ou centenaire je crois, l'immeuble construit par M. Kengo à l'époque, l'immeuble vitré à côté de Sozako. Nous nous sommes rencontrés. Je l'ai approché parce qu'il passait à la télé avec Dr Sonji dans une émission, mais au moment où il devait parler des notions sur les finances publiques, j'avais senti qu'il y avait des insuffisances. On a échangé avec lui, il était très content, il m'a dit, est-ce que tu peux rejoindre mon parti? Déjà à cette époque-là, je lui ai dit, non, moi je suis de l'UDPS. Je ne sais pas rejoindre ton parti parce que je suis de l'UDPS. Et une semaine après, il a été promu par M. Kabila. Il a été nommé. C'est-à-dire pour vous dire que on ne sait pas se précipiter d'aller quelque part parce qu'il y a du jus là-bas. Le jus ne sera nécessaire que lorsque le peuple va se retrouver. C'est parmi les meilleurs journalistes que j'ai connus depuis que nous étions enfants. Koundoura Kasson, apparemment, oui, c'est parmi les meilleurs. Apparemment, c'est comme s'il est déjà... Il est jeté dans les oubliettes. Non, c'est parmi les meilleurs journalistes. Dans ma tête, là, il reste toujours parmi les meilleurs. Il était avec vous à l'UDPS, sa femme, son fils. Apparemment, ils ne se sont pas retrouvés. L'UDPS, vous ne savez pas valoriser. Le monde politique a toujours des rebondissements. Donc, il ne faut pas l'enterrer. C'est un animal politique. Il pourra toujours... Dossier lampadaire, parlons-en. Voilà. Maintenant, si on doit parler de dossier lampadaire, après plusieurs réflexions, je me suis dit, lorsque ce contrat a commencé, M. Kazadi n'était pas ministre. Vous comprenez? N'était pas ministre. Lorsqu'il fallait fixer le prix des lampadaires à 4 900, lui n'était pas ministre parce que le contrat était signé. Alors, au lieu de commencer par attaquer ces messieurs, commençons d'abord par convoquer les directeurs généraux de la Direction générale de contrôle et de passation des marchés publics, la DGSMP. Parce qu'il y a un avis de non-objection. Mais lorsque j'ai suivi M. Bachili à la télé, j'ai pris sa vidéo. Oui, j'ai pris sa vidéo. J'ai soutiré l'élément que lui-même a publié. Je me suis dit, moi j'ai fait les sciences économiques. Lorsqu'on doit me parler d'un prix de vente, c'est-à-dire il y a un prix de revient, on ajoute quoi? Le bénéfice. Et on s'arrête là. Si c'est hors TVA, c'est bon. Si c'est avec TVA, on va arriver. Maintenant,
On nous dit ceci, lampadaire prix, on a donné le prix. Le poteau, on a donné. Le support poteau massif, on a donné. Je saute ici. Équipement de maintenance, on a donné. Et le frais bancaire et agio, c'est-à-dire les services bancaires, on a donné. Mais ici, on vient dire ceci. Travaux de génie civil, logistique et installation et marge bénéficiaire. C'est-à-dire le bénéfice est déjà intégré à ce niveau. Nous sommes à 3889. Donc déjà à ce niveau, moi je me dis que si le bénéfice est déjà intégré à ce niveau ici, en principe le prix des ventes devait se limiter ici. Devait se limiter à 3000. À 3800, à 3899. Ça c'est lampadaire. Lampadaire. Donc maintenant, Monsieur Bacheli devait se limiter là. Devait se limiter là. Bon, maintenant, si on doit intégrer, si aujourd'hui on a le prix de 4900, c'est-à-dire qu'il y a un supplément de 1001 $. Vous comprenez? Et moi, je suppose comment justifier ces 1000 là? C'est la question qu'il faut poser au concepteur, c'est-à-dire à la cellule de gestion et de passation des marchés publics. Déjà, à ce niveau-là, il faut poser cette question-là. Parce qu'en termes de comptabilité analytique, le prix s'arrête ici. En termes de comptabilité analytique, le prix s'arrête ici. Donc il y a un flou entre... Et effectivement, c'est à ce niveau-là. C'est là où il y a des techniciens. Le marché public commence par ce qu'on appelle l'autorité contractante. C'est la cellule de gestion et la cellule de passation des marchés publics. Et par la suite, parce qu'il y a le contrôle a priori à 4 niveaux. Il y a la cellule de passation des marchés publics, il y a la DGSMP qui fait aussi un contrôle pour produire l'avis de non-objection. Et par la suite, il y a l'ARMP qui jette aussi un œil. Et si c'est un marché national comme le cas de forage, le Premier ministre donne son accord. Et à cette époque-là, le Premier ministre, c'est Ilunga Ilukamba. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Donc c'est là où je me suis dit, si on doit questionner tout ce qu'on a appris en finances publiques, je me dis, s'il faut ouvrir ces dossiers, cette boîte à Pandore, il ne faut pas se limiter tout simplement à M. Kazadi. Donc lui, il a porté les fardeaux pour rien. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est lui qui a donné l'autorisation pour que l'argent sorte? Parce que lui aussi, il avait dit lors du briefing avec Mouyaya qu'il avait aussi mis son équipe pour essayer un peu de vérifier, voir. Et par après, il a jugé que... Raison pour laquelle je demande à M. Fouamba, l'actuel ministre des Finances, lui au moins est ministre des tutelles de ce qu'on appelle la direction de contrôle et de l'audit au niveau de Mamaemo. À chaque fois qu'il y a dépenses publiques, il peut se servir de tous ces gens-là. De cette direction. Dans cette direction déjà, bon, moi je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Parce qu'ils font pratiquement le même boulot que l'inspection générale des finances. Il faut les inviter, hein, apparemment, une direction qui Donc, il faut... ne se fasse pas entendre. C'est quelle direction vous avez dit? La direction de contrôle et de l'audit. Nous avons besoin de vous dans cette émission. Au ministère des Finances. Il faut les inviter. Si le ministre Fouamba peut se servir déjà de tous ces gens-là, je crois qu'il aura à éviter beaucoup de problèmes. Parce que le ministre des Finances n'a pas une direction ou un conseiller lié au contrôle. Vous comprenez? C'est-à-dire que sur le plan technique, non, parce qu'il y a une direction. Donc il ne peut pas voir... Non, il y a une direction. C'est là où ces gens-là vont descendre sur terrain. S'il faut convoquer Solectra, il devait le faire déjà en amont. S'il faut entrer en contact avec Suna Design, le fournisseur des lampadaires, et dans les dossiers lampadaires, on ne doit pas se limiter tout simplement à Samba Bachili, à l'entreprise Solectra. Mais c'est lui le fournisseur. Non, c'est celui qui a pris notre argent. Non, lorsque vous circulez maintenant dans la ville-province de Kinshasa, parce qu'il y a des lampadaires qu'on a achetés à 6 000. Vous dites Il y a des lampadaires achetés à 6 000. Moi, j'ai suivi M. Ngobila, l'ancien gouverneur, qui dit c'est des meilleurs lampadaires. Non, c'est ça que j'ai dit. Non, laissez-moi vous dire. De ce côté-là, Ngobila a raison. Si vous prenez votre voiture, vous circulez à Kinshasa, prenez l'avenue Chaba. Vous verrez les lampadaires fournis par un fournisseur X. Si vous prenez maintenant Willery ici vers lycée Kabamba, ce sont les lampadaires fournis par M. Bachili. C'est les meilleurs. Des très bonnes qualités.
Alors, moi, je me dis, dans cette histoire des lampadaires, on doit inviter tout le monde, tous ces fournisseurs-là. Des gens qui ont fourni à 6 000 $, des gens qui ont fourni à 5 000, des gens qui ont fourni à 4 000. Bon, lui qui ça, M. Bachili qui a fourni à 4 900. Mais la qualité, selon mes observations, la bonne qualité, ce sont des qualités des Solectra. Mais ce qui m'a dérangé dans la liste de prix de revient, pour moi, le prix devait se limiter à 3 899. Donc, selon vous, M. Bacheli a surfacturé je ne ses peux pas, produits. non, je ne peux pas m'attaquer directement aux fournisseurs. Il faut inviter la cellule de gestion et de passation de marché public. C'est à eux. C'est eux qui ont produit l'anneau. Et le marché public, une fois signé, même avec un semblant d'exécution, ça devient définitif, ça devient exécutoire et ça devient exigible. Donc, là c'est le droit de marché public. Alors il faut faire attention, lorsque vous signez quelque chose, vous risquez d'écouler cette république. Donc, M. Nicolas Kazadi, on veut les faire noyer pour rien, si je comprends bien. Je ne dirais pas... Face aux éléments purement vérifiables et scientifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de porter le chapeau comme l'icône de ces dossiers, mais il faut aller dans le profondeur du dossier et récupérer, dans le cadre du traitement, récupérer tous ces gens-là, les envoyer dans un hôpital pour qu'ils soient traités, pour que nous ne puissions plus vivre des dossiers pareils. Alors, nous devons éviter à donner des responsabilités aux gens sans épaisseur scientifique et sans l'amour de la patrie, parce que si vous aimez les Congos, vous devez faire en sorte que le Congo gagne et pas que vos familles seules gagnent. Alors, à la justice, à bien faire son travail, et j'espère que le chef de l'État ne va plus se plaindre que cette justice lui cause trop de problèmes. Alors, le dernier dossier, parce que c'est important, je précise bien que la personne qui est ici, il est de l'UDPS, M. Patrick Mpiana. En l'écoutant, vous sentez que l'UDPS ne produit pas seulement les gens sous les bois sans qualité, mais il y a aussi des gens qui ont de la qualité. Alors, non, même les gens sous les bois là. J'ai dit les gens sans qualité. Même les gens sous les bois là, vous verrez qu'il y a de la qualité. J'ai dit l'UDPS ne produit pas seulement les gens sans qualité. Ah, ok. Je me base sur les éléments que India Omar m'avait dit. Il y a des sous les bois sans qualité. Alors, c'est lui qui les a identifiés. Si vous avez besoin de ces plaintes, il faut chercher India Omar. Mais à tort. Alors, monsieur Patrick Piana, le dernier dossier, parlons-en. Une fois de plus, un Kazadi, un ministre de l'Intérieur, 20 hommes de l'Intérieur, c'était lors de son règne qu'on avait donné l'espoir aux Congolais que vous aurez vos cartes. Et on allait identifier tous les Congolais, le vrai Congolais. Et il y a un semblant de remise des cartes. Jusqu'aujourd'hui, j'étais avec le directeur de cabinet ici. Aujourd'hui, il est avec Chabani, Chabani. Il n'y a pas eu un peu de retombées. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, la vérité est que, tel que j'ai dit ici, il y a la volonté d'un homme, Félix Antoine Tshisekedi. Cette volonté voudra, c'est que la bonne gouvernance soit ancrée dans nos mentales et que ça devienne notre façon de vivre. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre de l'UDPS, ce n'est pas parce que vous avez des responsabilités, lui est censé gober. Au sein de la présidence, il y a des organes qui peuvent faire bien le boulot et contrôler le travail. Il y a l'Agence de prévention et lutte contre la corruption. J'ai toujours plaidé pour cette agence. Pour moi, ça doit être restructuré pour que ces gens-là fassent bien le travail. Parce que jusque-là, ils n'arrivent pas à concilier la problématique de la croissance économique et la bonne gouvernance. Mais il y a un frère de Christian Lusakouine qui est là, qui travaille
Vous pensez qu'il n'a pas... Non, c'est à eux de satisfaire les Congolais. Vous pensez qu'il ne vous satisfait pas? Non, moi, c'est à eux de satisfaire les Congolais. Jusqu'à ce jour, on ne les sent pas. C'est les frères de Christian Non, Lusakwe. c'est ce que je dis, qu'il soit frère de Christian Lusakwe. Okay. D'ailleurs, c'est important pour lui de faire rehausser cette agence pour que le peuple puisse se retrouver. Parce qu'avant Thierry Mboulamo, on sentait quand même un vent, l'ancien chef de l'APLC, mais il semble qu'on avait boutiqué des choses, aujourd'hui il n'est pas là. Non, c'est ce que je dis, c'est l'aspect transactionnel de notre comportement de leadership. C'est ça l'aspect transactionnel. Bon, maintenant, lorsque l'inspection générale des finances a scruté le contrat pour la livraison des cartes d'identité, il y a des choses qui ne vont pas bien. Okay. On doit le dire clairement. Un contrat pour exécuter cette activité, dans une population de 120 millions d'habitants, on nous parle d'à peu près 697 millions de dollars. Alors que... 600 combien? 697 millions de dollars. Alors que le Nigeria, pour produire les cartes d'électeurs, lorsque le système est déjà assis, avec plus ou moins 240 millions d'habitants, ou 250 millions d'habitants, l'opération n'a coûté que 300 millions de dollars. Ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est quoi? On signe un contrat. Au finish, dans la loi des partenariats publics-privés, tel que ça a été rendu public en 2018, au mois de juillet 2018, il y a des préalables. Si nous voulons signer un contrat de partenariat public-privé avec un pays X ou avec un partenaire privé X, il faudra que le win-win soit d'actualité. Le peuple doit gagner. Okay. Parce qu'il s'agit de l'intérêt public. L'investisseur doit se retrouver parce qu'il a investi de son argent. Et le pouvoir public doit aussi se retrouver étant que gestionnaire de la chose publique. Maintenant, ici, il y a un problème. Okay. L'État congolais, sur les 697 millions de dollars, devait apporter 104 millions, alors que la différence devait être souscrite ou libérée par le partenaire. Mais le partenaire ne s'est pas libéré de l'argent. Il s'est dit qu'il doit récolter l'argent à titre d'emprunt auprès de banques commerciales, alors que lui-même n'a même pas des histoires à gager. Et qu'est-ce qu'on cherche à gager? On cherche à gager les avoirs de la Banque centrale. Raison pour laquelle j'ai dit que ce contrat serait de type SICOMINE avant l'avenant 5. Pourquoi? Dans le contrat SICOMINE signé sous l'époque de Kabila, on a gagé les actifs miniers de la GECAMINE. Mais par contre, dans ces contrats ici, on cherche à gager les avoirs de la Banque centrale. Je me suis dit, quelque part, il y a un problème. On risque de se retrouver dans une situation de George Soros, qui a vandalisé la Banque d'Angleterre. Donc, ça dit que si ça ne va pas, dès lors on aura gagé les avoirs de la Banque centrale, si ça ne va pas avec le partenaire privé, automatiquement, la Banque centrale aura deux problèmes. En termes financiers et en termes de goodwill, en termes d'image de cette banque. Alors, deuxièmement, nous devions gager nos avoirs pour permettre à un particulier de nous livrer les cartes d'identité, alors qu'on a de la matière, on a de la main-d'œuvre. Parce que en 2023, il y a eu un accord entre l'ONIP, l'Institut national des statistiques, et l'ONIP. Je crois que nos frères qui travaillent à la CENI peuvent faire ce travail. Si vous regardez cette imprimante, ce sont des imprimantes de type Evolis. C'est autour de 3 500, 4 000 dollars. Si vous prenez la carte avec des données biométriques, avec possibilité d'enregistrement des données biométriques, la carte ici, chez Zebra, ça doit être dans les 0,3 dollars. Et lorsqu'on doit faire le calcul de tout ça, vous allez comprendre qu'on ne peut pas chuter à 697 millions. Donc quelque part, il y a surfacturation. Donc, c'est des trous. C'est vraiment des trous. Et puis, à part ça, chuter. Pour chuter, lorsqu'il y aura production des cartes, je vous dis par exemple, en Afrique de l'Ouest, la plupart des pays livrent la carte d'identité à 10 dollars, l'équivalent des 10 dollars.
En Belgique, c'est dans le 23 €. En France, la première carte est gratuite. Et lorsque vous voulez prendre la deuxième carte, c'est-à-dire la carte a toujours une validité de 10 ans. Lorsque vous voulez prendre la deuxième carte, vous payez 25 €. Là, c'est le cas de la France. Bon, maintenant, ici, les cartes, dans le long terme, pour un contrat de 20 ans, vont produire 2 milliards de dollars. Et dans le 2 milliards de dollars, le partenaire qui n'a rien gagé, qui n'a que la caution, sa caution, c'est le fait tout simplement de contacter les banques, lui toucherait 1,2 milliard, c'est-à-dire 60%. Et le 20%, c'est-à-dire 400 millions, c'est pour rembourser la dette. Et puis, les 400 autres millions reviendraient à l'État congolais. Mais quelque part, on est escroqué. J'ai l'impression que les gens qui signent des contrats, ils sont envoûtés. Bon, parler de l'envoûtement ou parler des actes volontaires. Mais moi, je me dis une chose. Invitons la DGSMP. Ils doivent se justifier. Lorsqu'on gère la chose publique, moi j'ai géré un contrat de délégation des services lorsque je fus au ministère de la Santé avec la Fondation Maison Pungwe. Et j'ai réservé la part pour l'État congolais. C'était 30% en termes de rétribution des bénéfices. Et lorsque je suis parti de ces ministères, je suis allé voir un des conseillers au ministère des Finances pour lui dire qu'il y a de l'argent de la République à récupérer là-bas. J'en ai fait 2 tours. Et ils ont initié le processus pour que la République puisse entrer. Donc il y a un problème de volonté politique. Merci. Vous aimez le Congo? Faisons bien les choses. Si vous aimez le Congo, si vous êtes des patriotes, des vrais Ouazalendo, vous devez faire ce qu'il faut réellement faire pour que le Congo gagne. J'aimerais m'adresser directement au chef. Je sais que vous avez l'amour de relever les défis. Mais la jeunesse capable, elle est là. Il ne faut pas voir les gens qui ont de barbe et des cheveux blancs. Il y a des gens capables à vous aider. Par exemple, vous avez messieurs, Mpiana qui est ici. Quand il parle, il n'a pas un stylo. Ça coule. Il a encore de l'énergie. Et il vous aime. Il y en a tant d'autres, de jeunes capables à relever les défis. Mais une autre RDC possible avec la nouvelle énergie et les gens qui aiment ces Congos. Merci à vous.